Thierno, vous avez suivi justement l'évolution, ou si vous voulez, tout au bout, de bout en bout, l'évolution ou la gestion de la transition cette année. Globalement, quel est le regard que vous portez sur justement ce bilan, mais sur le volet politique? Non, mais sur le volet politique, c'est le constat, il est tout de suite fait. Il a été le commande d'ailleurs dépeint tout à l'heure par Fally et Diallo. Mm. Mais je pense que c'est pour parler du bilan politique, il faut parler il faut partir de l'accord dynamique. Comme c'est comme ça, il a été intitulé le compromis dynamique entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Vous voyez bien, quand cet accord avait été trouvé, la communication officielle était de faire de janvier 2022 le début de la transition. Parce que vous savez bien que l'accord avait été trouvé des mois, je pense, avant. Ça devait être le mois de novembre ou septembre, comme ça. Donc, on a dit 24 mois, mais à partir de quand? Et la communication officielle, notamment au niveau de la présidence, était d'amener d'aligner les gens sur janvier 2022. Ils ont gagné cette communication-là. On a estimé, et je pense que même dans les communications de la CEDEAO qui ont suivi, on a senti que même pour la CEDEAO, le point de départ, c'était le 1er janvier 2023, bien sûr. Donc, non, 2022 ou 2023? 2022. Non, c'était... Ça devait finir en 2024 et voilà. Ça avait été signé en 2022. Voilà, exactement. Donc, ça devait être 2023, le début de l'année 2024. Justement. Donc, la première année était devenue un bonus. Donc, on partait de là. Et cet accord, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'au bout de 24 mois, on déroulait 10 étapes que le CNRD a établies. Et la CEDEAO s'est engagée à accompagner la Guinée, à mobiliser les partenaires, notamment les partenaires financiers, à trouver les moyens pour financer ces élections, ce retour à l'ordre constitutionnel. Et donc l'application de ces 10 étapes qui ont été décidées par les autorités guinéennes. Mais la CEDEAO, cet engagement et l'acceptation des 24 mois, parce que n'oubliez pas que la CEDEAO au début, ce n'était pas 24 mois. On est parti de 6 mois à 18 mois, des propositions ont été faites de ça et là. Et la CEDEAO a donc accepté les 24 mois, ce qui était quelque chose de positif pour les autorités de Conakry. Ensuite, la CEDEAO a pris l'engagement de mobiliser, d'aider la Guinée à mobiliser les partenaires techniques et financiers pour trouver les moyens, la logistique et tout ce qui tourne autour des élections. Ça, ce sont des engagements que la CEDEAO a pris. Mais des engagements derrière lesquels il n'y avait que des recommandations étaient là, et parmi les recommandations, en tout cas la plus importante pour la CEDEAO, c'était de favoriser le retour sécurisé des personnes qui sont en exil politique, à savoir Cellou Dalein, même s'ils n'ont pas nommément cité, Sidya Touré et les autres qui sont en exil, pour qu'ils viennent et qu'on ait un cadre de dialogue inclusif. Alors, ce cadre de dialogue inclusif, si on l'avait obtenu en 2023, on aurait cité cela comme étant un pas sur le bilan positif, le bilan politique bien sûr du CNRD. Malheureusement, 12 mois durant, on n'a pas trouvé ce cadre de dialogue inclusif. Et on est resté avec ce cadre de départ qu'on a eu, et on a voulu faire avec ça et faire semblant que le dialogue se tient, et on a mis des moyens, des milliards, je présume, à contribution. Et vous voyez bien que dans Makale et tous ceux qui sont dans cette mafia-là, ou dans ce groupe-là, c'est le terme le plus approprié, dans ce groupe-là, mais qu'on peut assimiler à de la mafia, et ils sont partis à l'intérieur du pays pour défendre des recommandations d'un dialogue qui en réalité n'en est pas un, n'est pas un dialogue. Donc on essaie en fait de maquiller. Moi c'est surtout ce qui m'écoeure, c'est de savoir que même des acteurs qui étaient là, même face au président Alpha Condé, notamment Madame Makale et beaucoup d'autres à l'intérieur de ce dispositif, notamment Monsieur Baouri, qui dénonçaient, mais qui aujourd'hui servent de, entre guillemets, de valets, servent de je ne sais de quoi, pour aider une gente à faire croire qu'elle fait du dialogue alors qu'elle ne fait pas du dialogue, qu'elle va vers le retour à l'ordre constitutionnel alors qu'eux-mêmes ils sont convaincus que ce n'est pas ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce réveil
tardif de Baouri et de beaucoup d'autres, Lansana Kouyaté et autres, il y a même eu, qui ont fait même un mémo pour dire en réalité ils ne comprennent pas où on va. Alors, et ça c'est donc dommage. Vous savez, vous vous souvenez au temps du président Alpha, on en faisait, on disait non, et ça on le célébrait à peine. On disait non, le président Alpha c'était un animal politique, c'est-à-dire qu'on prenait ça comme un trophée. Justement, et on dit qu'il réussissait comme un compliment. Voilà, on dit la roublardise, on dit qu'il réussissait à dribbler. On dit qu'il réussissait à traîner ses opposants dans la farine, et il en riait. Mais en réalité, ce n'est pas, moi je ne trouve pas quelque chose d'honorifique dans ça. Ce qui aurait été bon aujourd'hui, c'était qu'on dise, au bout de 12 mois, sur les 10 recommandations, les 10 étapes de la transition, la gente, parce qu'on est à 50% du temps qui est demandé, 2 ans, on a déjà consommé 12 mois, qu'on nous dise au moins qu'on a atteint 50% de taux d'exécution des 10 étapes. Ou même 30. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas où, on n'a même pas commencé. Parce que n'oubliez pas, et j'ai commencé par ça, j'ai voulu être un peu pédagogue, n'oubliez pas que le commencement, c'est d'abord le dialogue inclusif. Et il n'a même pas été fait, ce dialogue inclusif. Donc, et vous voyez bien que dans le discours maintenant, on s'achemine vers un glissement, et les officiels guinéens ont déjà commencé à huiler leur discours et à l'adapter à ça. Quand vous entendez le ministre de l'administration du territoire évoquer ce sujet, il donne l'impression de dire que ah mais oui, on se sent un peu abandonné en plein vol parce que la CEDEAO avait promis de nous aider à mobiliser, alors que nous on a dit, depuis qu'on a parlé de 5 000 milliards, c'est 6 000 milliards et tout ça, la CEDEAO ne se bouge pas, elle ne fait pas ça. On essaie de construire ce discours petit à petit pour que en septembre 2024 ou bien en octobre, on dise aux Guinéens, c'est pratiquement impossible parce que la CEDEAO nous a abandonnés. Alors qu'en réalité, cet accord qu'on a eu avec la CEDEAO, il reposait sur des recommandations, et lesquelles recommandations n'ont pas été mises en œuvre par la junte. Et parmi ces recommandations, il y a le dialogue inclusif, mais il y a aussi le fait que le comité qu'ils ont mis en place pour le suivi de l'exécution des 10 étapes-là, c'est un comité fait de ministres et de ça et là, des gens là qui sont censés... C'est-à-dire on était à la fois juge, parti, contrôleur... Donc sur le plan politique, on n'a pas réussi à faire le dialogue politique. Le président Mamadi Doumbouya est resté pendant 24 mois, 12 mois, pardon, sans réussir à établir un pont de discussion franc avec ses oppositions, et ça c'est un échec. Ce n'est pas, un actif à l'actif d'un homme politique, d'un président, de rester 12 mois sans réussir à amener ceux-là qui ne disent pas la même chose que toi, à les amener autour de la table et discuter avec eux, les écouter et leur faire comprendre que ce que tu dis, tu crois à ça, c'est ce qui pourrait être bon, et que vous trouviez le consensus pouvant nous mener à sortir de la transition. C'est ce qui a d'ailleurs fait qu'au cours de cette année, les accusations de départ qui étaient que la junte, soit elle a un candidat ou elle veut se cramponner au pouvoir, au fur et à mesure, ces choses-là se sont révélées, et au point qu'aujourd'hui, quand vous faites le sondage, je présume que vous pourrez trouver que la majorité des Guinéens pensent que le CNRD veut s'accrocher au pouvoir. Et quand on parle de CNRD, je ne le dis pas par inadvertance, parce qu'on a dit que le CNRD, c'est l'organe central. Et le CNRD est présidé par le président de la transition. Et à tout moment, le CNRD nous a donné l'illustration que même quand quelqu'un veut faire bien, si lui n'est pas prêt, ça ne sera pas fait. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément la faute du CNT. Si 2 ans, le CNT n'a même pas un projet de constitution. Surtout que, c'est parce que à un moment donné, dans ça avait mis en place un comité. Le CNT danse, il a été sommé, sur le rythme de CNRD. Vous avez bien vu quand le Premier ministre Biya est allé à la CEDEAO dire qu'on mettrait en place le CNT en janvier 2003, on l'a rappelé à travers un communiqué du CNRD que l'organe central de décision reste le CNRD, et on l'a démenti à la face du monde. Donc, tant que le CNRD, en tant que instance suprême que préside directement le colonel Mamadi Doumbouya, tant que cette instance-là n'est pas prête pour qu'on sorte de la transition, on n'en sortira pas. Donc le premier responsable de ce fiasco, du fait que 12 mois on n'a pas réussi à faire un dialogue, on n'a pas réussi à convaincre les Guinéens qu'on est en train d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, et ce fiasco-là, le seul qui en est responsable,
c'est véritablement le CNRD et en premier lieu le président Mamadi Doumbouya qui doit aujourd'hui prendre son bâton de problème, rectifier le tir et reprendre le discours de départ et essayer de gagner à nouveau le cœur des Guinéens de manière à aller vers l'organisation d'élections libres et transparentes et au cours desquelles le Guinéen pourrait avoir la possibilité de choisir lui-même ceux-là qui le dirigent. Bien, oui, Yacine. Alors, vous savez, moi j'entends souvent que c'est un échec, ce qui se passe là, c'est un mauvais bilan pour le CNRD. Mais je pense que l'échec ou la réussite, ça dépend de l'objectif qu'on a à la base. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un homme suffisamment intelligent, très bien réfléchi pour comprendre que dire tout de suite qu'il veut être candidat, ça peut entraîner des problèmes. Dire qu'il ne va pas organiser les élections tout de suite, ça peut créer des problèmes. Mais il est suffisamment averti et je pense qu'il a de ce côté-là de bons conseils pour savoir ce qu'il faut faire pour faire durer la transition. Ça me rappelle le professeur Alpha Condé lorsqu'il a voulu de ce troisième mandat. Je vais me garder de dire des noms. Mais on lui avait fait comprendre que le troisième mandat en tant que tel ne passerait pas, ou le premier mandat d'une nouvelle république, ça ne passerait pas du tout. Mais que il y avait des stratégies à faire pour gagner 2 ans de plus. C'est-à-dire qu'après 2020, il pouvait être là sans être candidat et faire durer les élections, retarder les choses jusqu'en 2022 ou même jusqu'à la mi-2023. Parce qu'il y a des stratégies à faire pour ça. Il y a des crises artificielles qu'on peut créer. Alors, lorsque je vois le retard de cette situation, il y a la volonté de s'éterniser au pouvoir s'explique déjà par le budget. Vous savez, on parle de 600 millions de dollars. Et 600 millions de dollars pour un pays qui est autour de 12-15 millions de personnes. On avait au dernier recensement autour de 4 millions d'électeurs. C'est-à-dire que 600 millions de dollars pour 4 millions d'électeurs, disons maintenant 5 ou 6 millions. Quand vous prenez la France, les élections les plus chères de la France, vous prenez la France, c'est 65 millions de personnes, 55 millions d'électeurs. Leurs élections les plus chères, les élections les plus chères de l'histoire de la France, c'était autour de 400 millions de dollars. Alors, quand vous prenez 400 millions de dollars, pour 55 millions de personnes, vous prenez 600 millions de dollars pour, on me dira, c'est les élections référendaires, c'est les élections communales, c'est les élections législatives et c'est les élections présidentielles. 6 fois 4, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 24. C'est 24 millions de personnes. Donc ça ne fait toujours pas la moitié de ce qu'on fait au niveau de la France. Donc c'est un calcul simple. Ça veut dire que c'est des élections budgétivores. Et quand on vous dit ce qu'on a trouvé dans ça, c'est énorme. En fait, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on a besoin. Donc c'est le premier barrière, c'est la première barrière, c'est le premier obstacle lié au retour à l'ordre constitutionnel. Le deuxième obstacle, c'est le dialogue. Pour moi, la question du dialogue est importante et je ne pense pas que le fait que l'on n'ait pas réussi à faire venir les mastodontes, entre guillemets, même pas entre guillemets, les mastodontes de la politique guinéenne autour de la table, je veux parler de l'UFDG, du RPG, de l'UFR. Pour moi, je ne considère pas ça comme un échec. Je considère ça comme un calcul savamment fait. Je considère que c'est intelligemment fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler avec une certaine classe politique. On peut quand même dire à la CEDEAO... Qui est aussi déçu. C'est ça aussi le problème. Déçu ou pas, le constat, il n'est pas là-bas. D'accord. Et quand vous prenez cette déception, ça arrange aussi le CNRD. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue qui a été fait. Il y a des conclusions sur lesquelles les grands partis ne sont pas d'accord. Et donc, on a fait combien de temps? Déjà 2 ans. Déjà 2 ans qu'on est là. Et si cette classe politique fictive, entre guillemets, ces leaders politiques qui ne pèsent pas grand-chose, ne sont plus d'accord avec cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on va arriver à une situation de crise intenable. On va dire qu'il faut faire un dialogue inclusif. Cette fois-ci, on va appeler les grands partis. On va revenir pour faire d'autres dialogues. Un autre dialogue avec d'autres conclusions qu'on va vouloir appliquer. Et avec une autre commission de suivi. Et ça prend du temps. C'est vous dire que c'est l'échec. C'est vrai qu'il y a un échec.
Mais l'échec, c'est pour qui? Les crises à répétition sur le plan politique prolongent la transition. Et cette transition prolongée avantage qui? Même si on me dira une transition prolongée, ce n'est toujours plus elle dure, plus il y a des problèmes. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand elle va durer, c'est quand même ceux qui sont là qui vont continuer à nous diriger. Donc, ils vont avoir encore plus de temps. C'est pourquoi moi, je prends avec des pincettes la question de c'est un échec ou c'est une victoire. Tout dépend de qui regarde. Tout dépend de la position. Parce que tant qu'on sera dans cette situation-là, tant qu'il faudra négocier, tant qu'il faudra dialoguer, parce que n'oubliez pas, le CNRD réussit là où le Niger, le Mali ne réussit pas. C'est que les sanctions ne sont pas contraignantes sur la Guinée. C'est qu'il y a des sanctions à minima, des sanctions de principe. Il y a même des institutions qui ont levé progressivement les sanctions. Ça veut dire que le CNRD s'en sort plutôt très bien. Sur le plan économique, cette notation est un symbole de fréquentation. Il y a la question des routes. L'accord signé avec la Chine leur permet d'une certaine façon de travailler. Donc, encore une fois, pour moi, le CNRD n'est pas en train d'échouer, mais plutôt en train de dérouler un calendrier leur permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2025. Vous voyez le budget de 2024. Est-ce qu'on a parlé d'élections dans les ligues budgétaires? Pour le moment, est-ce qu'on vous a remonté, parce que vous êtes rédacteur en chef, est-ce qu'on vous a remonté qu'on a parlé une seule fois là-bas de budget lié aux élections? La question du dépôt, de l'explosion du dépôt de carburant va venir encore justifier d'une certaine façon. Voilà, on a besoin d'un plan de relance. Donc l'argent qu'on a, on ne peut pas mettre ça dans l'élection. C'est l'élection ou la survie de la nation. Donc vous voyez, et on va aller comme ça jusqu'en 2025, jusqu'en 2026. Pour finir, Diallo a dit quelque chose d'important. On va dire non, la paix n'a pas de prix. Même si c'est en 2025, il faut organiser. C'est ce que Dadis nous disait. Un an dans la vie d'une nation, c'est quoi? Mais un an, c'est beaucoup. On va aller jusqu'en 2025, on va dire non, organisons des élections, faisons tel. Ensuite, on va se retrouver avec ce qui a été dit, la fin du mandat pour lequel le professeur Alpha Condé dit avoir été élu. C'est-à-dire ça. Alors, Baïla, sur justement le volet politique, quel regard tu as? Oui, je vais effectivement faire comme Bonnet et commencer par le commencement, on va dire, par cet accord qui finalement nous a donné un chronogramme de la transition. Et l'année 2023, étant donné que ça devait être le début, on va dire, permettez-moi l'expression, il y avait certains livrables qui étaient attendus. Le premier de ces livrables, c'était le projet de nouvelle constitution. Et là, à quelques jours de la fin d'année, ce projet de constitution n'est pas rendu public. Donc là, déjà, c'est le premier fait à relever. Et aussi, il faut relever que c'était déjà une anomalie, ce que moi je considérais une anomalie, que justement le chronogramme finalement de la transition finalement soit un compromis entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Donc c'est-à-dire que en gros, ce qui veut dire que concrètement il n'y a pas d'entente, il n'y a pas eu de cohésion à l'interne. Donc il a fallu faire quelque part pour un chronogramme une intervention justement de la CEDEAO, et c'est sur ça on s'est adossé. Et le problème aussi, toujours parlant de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO a brillé justement par son incapacité. C'est depuis maintenant plusieurs crises et plusieurs cas dans différents coins de son espace. Et aujourd'hui, elle n'a pratiquement pas de marge de manœuvre. Tout à l'heure, Yacine parlait de sanctions. Les sanctions ont même été allégées parce que quand vous regardez le dernier communiqué, il y a maintenant la restriction des voyages, par exemple, fait à l'encontre des autorités, est maintenant levée. En ce qui concerne le président, le ministre des Affaires étrangères, et même si c'est quelque chose qui n'a pas grand impact, puisque ces derniers voyageaient quand même, mais c'est symbolique sur le fait qu'il y a même une relaxe. Et pourtant, sur le terrain, ça n'avance pas. Maintenant, je suis
parfaitement d'accord, je suis dans la ligne et c'est mon avis, c'est un peu, ça l'est d'ailleurs le fil conducteur dans l'esprit de ce que Yacine disait. Moi, je pense qu'effectivement, l'année 2023, on est en train progressivement de comprendre aussi, et les autorités ne s'en cachent pas et fait en sorte que l'on comprenne. Il y a des messages quand même qui sont parfois presque express, il y a d'autres qui sont subliminaux. Quand je parle de messages express, dans le discours du président de la transition à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a quand même clairement dit que son ordre de priorité, c'est l'économie, le social et le politique. Ça quand même, tout le monde sait que c'est dans le politique qu'on retrouve la question du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, clairement, ce n'est pas la priorité. Et ça, comme je le dis, il y a quand même aussi, même dès le départ, il y a une certaine cohérence parce que les 6 mois rejetés de la CEDEAO, le discours aussi, où justement, à chaque fois, on banalise les élections, où on rappelle que ce n'est pas forcément la panacée, qu'il y a d'autres, comme on appelle, des préalables, des actes à mettre en amont. Et donc, on est toujours justement dans cette dynamique et effectivement, c'est logique du coup qu'on n'ait pas le sentiment, bien entendu, que le chronogramme avance rapidement, même s'il y a eu aussi des petits pas, on va dire, comme par exemple sur le RAVEC, qui est aussi justement la deuxième étape forte normalement, qui doit être extrait le fichier électoral, où le cadre juridique a été adopté avec ces lois qui ont été adoptées par le CNT. Maintenant, sur le landerneau politique, le dialogue, c'est vrai qu'il y a comme il y a une partie qui n'était pas justement dans le dialogue, mais justement le dialogue, c'est comme c'est la politique, ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement, du CNRD en tout cas, même si le gouvernement peut, du fait de sa posture, du fait de sa composition certainement civile, peut justement, comme pour reprendre son bâton de pèlerin, parler de dialogue inclusif, mais l'organe central, à mon avis, ce n'est pas sa priorité. Donc le dialogue tel qu'il est, avec les acteurs qui l'ont, c'est quelque chose qui les vont bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il continue à dérouler, malgré justement l'absence de ce qu'on appelle les mastodontes politiques. Mais bon, il faut faire attention avec cette expression, comme les mastodontes, c'est des dinosaures et qui ont finalement disparu aussi. Donc, en tout cas, ceux qui ont le... Oui, justement, ça peut paraître un peu aussi... il ne faut pas les assimiler à des gens qui ont disparu déjà. C'est toi qui as parlé de dinosaures. C'est toi qui les as... Non, je pense que le mastodonte est un dinosaure. Sauf que c'est toi qui les as... C'est devenu une expression. Voilà. Alors, Diallo, le sens figuré. Alors, on va s'intéresser au volet, si vous... Oui, je pense que... Ok, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bien, on peut passer. Bien, d'accord.